Ma mère m'a regardé, les yeux froids, et m'a dit, « Tu aurais dû apporter un sandwich. » Pendant ce temps, mon frère savourait un homard à 150 €. Ma fille de 8 ans me serrait la main, affamée. J'ai souri. J'ai dit, « D'accord. » Puis je me suis levée, j'ai appelé le serveur, et j'ai dit haut et fort, « Excusez-moi, je vais payer, mais seulement pour moi. » Le visage de ma mère a pâli. « Que fais-tu? » Quant à cette addition, elle allait changer nos vies pour toujours. Mais avant de vous raconter comment nous en sommes arrivés là, laissez-moi vous expliquer. Avant de plonger dans les détails de cette soirée désastreuse, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. C'est toujours incroyable pour moi de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Merci de faire partie de cette communauté. Maintenant, retournons à La Rochelle. Mon mari, Mathieu, avait refusé de venir. Il était assis sur le canapé, les bras croisés, quand j'ai pris mes clés. Son visage était fermé. « Amandine, tu sais comment ça va se passer. Ne les laisse pas te traiter comme ça. C'est l'anniversaire de ton père, pas une obligation de te faire humilier. » J'ai soupiré, arrangeant la robe de ma fille Léonie. « Je sais, Mathieu. Je sais. Mais c'est pour papa. Peut-être que cette fois. » Ma voix s'est éteinte. Je n'y croyais même plus moi-même. Il m'a regardé avec une tristesse qui me rongeait. « Il ne change pas, Amandine. C'est toi qui espères à chaque fois. » Il avait raison. Je conduisais vers le vieux port de La Rochelle, en direction du phare d'argent. Un restaurant chic, avec des nappes blanches et une vue sur les tours, un endroit que je ne pouvais pas vraiment me permettre, mais que ma mère, Martine, avait insisté pour réserver. J'étais Amandine, 38 ans, pharmacienne hospitalière. Un bon travail, stable. Mon frère, Romain, avait 41 ans, agent immobilier. Aux yeux de ma mère, j'étais celle qui avait réussi, et Romain était celui qui essayait si fort. Et celle qui avait réussi devait payer. Toujours. Depuis 18 mois, je payais en secret les 900 € de loyer de l'appartement de Romain. Il m'avait appelé en larmes, parlant de difficultés passagères, de l'état du marché. Mathieu ne le savait pas. Je lui avais menti. J'avais dit que c'était une prime que je mettais de côté pour un projet. La vérité était que je puisais dans nos économies communes. La honte de ce mensonge me pesait autant que la charge financière. Pourquoi faisais-je ça? C'est une vieille habitude. Une habitude forgée dans l'enfance. Je me souviens, j'avais 10 ans. C'était l'époque des francs. Romain, qui en avait 13, avait volé 50 francs dans le portefeuille de ma mère pour s'acheter un jeu vidéo. Quand elle l'a découvert, que le montant exact manquait, il m'a pointé du doigt. C'est Amandine. Elle voulait s'acheter des bonbons. Sans une question, sans un doute, ma mère m'a puni. J'ai dû faire le ménage de tout l'appartement, chaque week-end, tout l'été, pour rembourser la somme. J'ai appris ce jour-là que pour avoir la paix, pour éviter les cris, je devais être celle qui réparait et payait. J'ai payé pour ces erreurs pendant les 28 années qui ont suivi. J'ai garé la voiture. Léonie m'a pris la main. « Ça va aller, maman? T'as l'air triste. » J'ai forcé un sourire. « Bien sûr, ma chérie. Tout va bien. » J'ai serré le volant, une boule d'angoisse au ventre, me disant que c'était la dernière fois. Mais je ne savais pas à quel point cette dernière fois serait une explosion. Le phare d'argent était magnifique, je devais l'admettre. Des lumières tamisées se reflétaient sur l'eau du port. L'odeur de l'air marin se mêlait au parfum de beurre à l'ail. Mais l'atmosphère à notre table était électrique. Romain, sa femme Cécile et leurs 2 enfants, plus âgés que Léonie, étaient déjà là. Ils étaient bruyants, les enfants jouaient sur des consoles portables avec le son à fond. Mon père, Didier, 67 ans aujourd'hui, était assis en bout de table, l'air absent, comme toujours. Il hochait la tête, mais ses yeux étaient vides. À peine avais-je dit bonsoir et fait la bise à mon père, que ma mère, Martine, m'a attrapé par le bras. Sa poigne était étonnamment forte pour ses 65 ans. « Viens par ici » m'a-t-elle dit, m'entraînant à l'écart,
près des cuisines. Son sourire était aussi faux que les perles de son collier. Amandine, chérie, a-t-elle commencé, sa voix mielleuse, un ton que je détestais. Tu sais que Romain a tellement de difficultés en ce moment. L'immobilier, c'est si dur. Ce n'est pas stable comme ton travail. J'ai hoché la tête, attendant la suite inévitable. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Alors, tu t'occupes de l'addition ce soir, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. C'était un ordre déguisé. C'est pour l'anniversaire de ton père. Il le mérite bien. Elle n'a même pas attendu ma réponse. Elle m'a tapoté la joue, un geste que d'autres auraient pu trouver affectueux, mais que je savais être un geste de domination. Elle est retournée à la table, rayonnante, laissant sa commande en suspens dans l'air. Je l'ai suivie, le cœur lourd. J'ai calculé mentalement. 7 personnes, dont 4 adultes, dans ce restaurant. J'ai jeté un œil au menu. Les plats principaux commençaient à 40 €. J'ai senti mon téléphone vibrer. C'était un message de Mathieu. N'oublie pas qui tu es. Je t'aime. J'ai ravalé ma salive et me suis assise. Le serveur, un jeune homme professionnel, est arrivé pour distribuer les menus. J'ai commencé à regarder la carte, cherchant désespérément l'option la moins chère. Une salade, peut-être. C'est alors que la main de ma mère s'est abattue sur mon menu et l'a fermé d'un coup sec. Je l'ai regardée, surprise. L'effronterie était publique. Oh, Amandine n'a pas très faim ce soir. Un peu de pain lui suffira, n'est-ce pas, chérie? Elle fait attention à sa ligne. Je n'ai pas pu répondre. J'étais paralysée par la honte. Elle s'est tournée vers le serveur, m'ignorant complètement. Pour mon fils Romain et sa femme, par contre, ce sera le menu prestige. Le homard et le filet de bœuf. N'est-ce pas merveilleux? Elle m'a regardée avec un sourire éclatant. Amandine régale ce soir. Romain m'a fait un clin d'œil complice par-dessus la table, levant déjà son verre de vin, que ma mère avait dû commander en arrivant. Cécile gloussait, cachant sa bouche derrière sa main. Mon père regardait le plafond, soudainement fasciné par l'architecture. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, un mélange brûlant de rage et d'humiliation. Ma propre mère venait de me refuser un repas, devant ma fille, devant mon père, devant tout le monde. J'étais prise au piège. Ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient tous. J'essayais de reprendre contenance. Je me concentrais sur le pli de la nappe. Je buvais une gorgée d'eau, mais ma main tremblait tellement que l'eau dans le verre dansait. Je pouvais sentir le regard des autres clients sur notre table. La honte était physique, c'était comme une cape lourde et sale. Romain et Cécile discutaient joyeusement de leurs prochaines vacances au ski, des vacances que je finançais probablement sans le savoir. Ma mère les encourageait, riant bruyamment. C'est alors que Léonie, ma fille de 8 ans, s'est penchée vers moi. Sa petite voix était à peine un murmure. Maman, j'ai faim. Mon cœur s'est brisé. En une fraction de seconde, toute la honte, toute la paralysie a disparu. J'ai regardé ma fille. Elle n'avait rien fait pour mériter cela. Elle n'avait pas à subir les conséquences de ma lâcheté. J'ai discrètement levé la main pour attirer l'attention du serveur. Je n'allais pas la laisser sans manger. Je commanderais pour elle, et tant pis pour le reste. Mais ma mère a vu mon geste. Elle a une vision périphérique digne d'un rapace. Ses yeux se sont plissés. Que fais-tu, Amandine? Sa voix n'était plus mielleuse. C'était un sifflement bas, menaçant. J'ai dit que tu payais. Ne commence pas à faire des histoires. Tu nous mets dans l'embarras. Maman, ai-je murmuré, essayant de rester calme, de ne pas attirer l'attention. Léonie a faim. Je vais lui commander quelque chose. Ma mère a ri. Un rire sec, sans joie, qui m'a glacé le sang. Ne sois pas ridicule. Elle est comme toi, elle doit faire attention. Elle peut manger les frites de ses cousins quand leurs assiettes arriveront. Ça suffira bien. Les enfants de Romain avaient commandé des burgers de luxe, avec des frites. L'idée que ma fille doive picorer les restes dans l'assiette de ses cousins? Non, ai-je dit, plus fermement. Ma voix s'est un peu élevée. Elle a besoin d'un vrai repas.
C'est là qu'elle l'a dit. Pas en chuchotant. Elle l'a dit assez fort pour que toute la table, et peut-être même la table voisine qui avait cessé sa conversation, entende. Sa voix était pleine de mépris. Tu aurais dû apporter un sandwich de la maison. Le silence est tombé. Un silence de plomb. Elle m'a regardé avec défi, un sourire mauvais aux lèvres, savourant son effet. Fais des économies, Amandine. Tu dois encore payer la facture de ton frère, tu te souviens? Romain a ricané et a porté son verre à ses lèvres. Cécile regardait ses ongles, faussement indifférente. Et mon père n'a rien dit. Il s'est contenté de regarder fixement sa propre fourchette, comme si c'était l'objet le plus intéressant du monde. Il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas dit un mot pour défendre sa petite fille. Mon sang s'est glacé. Ce n'était plus à propos de moi. Ce n'était plus à propos de l'argent. C'était à propos de ma fille. Regarder ma fille se faire humilier, se voir refuser de la nourriture. C'était la goutte d'eau. La dernière. Une colère froide, pure, m'a envahi. Ils venaient de commettre leur dernière, et fatale, erreur. L'image de mes 10 ans, frottant le sol de la cuisine, m'est revenue en un éclair. Les 50 francs. L'injustice. La punition. Toutes les années où j'avais avalé ma fierté. Toutes les factures que j'avais payées. Tous les anniversaires manqués, les vacances sacrifiées. Tous les sacrifices que j'avais faits pour acheter une paix qui n'arrivait jamais. Tout cela s'est brisé en un instant. Le brouillard de la peur et de l'obligation qui m'enveloppait depuis 38 ans s'est dissipé. J'ai regardé ma mère. Et pour la première fois de ma vie, je ne l'ai pas vue comme ma mère. J'ai vu une brute. Une femme cruelle et pathétique. J'ai regardé mon frère, un parasite lâche. J'ai regardé mon père, un fantôme, un complice par son silence. J'ai respiré profondément. Une fois. 2 fois. Et puis, j'ai souri. Un vrai sourire, large et calme. J'ai senti la boule d'angoisse dans mon estomac se dissoudre, remplacée par une force tranquille. Tu as raison, maman. Ma mère a semblé surprise par mon calme, puis satisfaite. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait m'avoir maté, comme toujours. Je me suis levée. Lentement. J'ai déplié mes jambes, j'ai lissé ma robe. Le bruit de ma chaise raclant le sol a fait taire les dernières bribes de conversation. Tous les yeux étaient sur moi. Excusez-moi, ai-je lancé, ma voix claire et forte, en direction du serveur. Il s'est approché, l'air inquiet, sentant la tension. Je voudrais payer. Ma mère rayonnait. Elle a fait un signe de tête suffisant à Romain. Elle pensait que j'allais docilement sortir ma carte de crédit. Mais seulement pour ma fille et moi. Le sourire de ma mère s'est figé. Son visage est devenu blanc. Romain a arrêté de mâcher, un morceau de pain à mi-chemin de sa bouche. Je me suis tournée vers le serveur, lui offrant mon plus beau sourire professionnel, ignorant le reste de la table. Ma fille prendra le saumon grillé avec des légumes. Elle a très faim, alors s'il vous plaît, apportez-le aussi vite que possible. Et une bouteille d'eau gazeuse pour moi. Puis, j'ai regardé ma mère, droit dans les yeux. Le silence était tel qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Pour tout le reste, ai-je dit, en faisant un geste large vers la table, englobant les homards, les filets de bœuf et les bouteilles de vin qu'ils avaient commandées, mettez-le sur l'addition de ma mère. C'est l'anniversaire de papa, après tout, n'est-ce pas? C'est sa fête. Le visage de ma mère est devenu livide. Mon frère a arrêté de mâcher. Le silence était total. Honnêtement, qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-le moi dans les commentaires. Avais-je raison de faire ça devant tout le monde, ou aurais-je dû endurer en silence une fois de plus? J'attends vos avis. Le serveur, après une seconde d'hésitation, un professionnel absolu, a simplement hoché la tête. Très bien, madame. Il est parti, emportant avec lui l'ordre de mon saumon et la bombe que je venais de lâcher. Je me suis rassise. La vraie bataille allait commencer après l'arrivée de l'addition. Le reste du dîner fut un supplice. Un silence de mort régnait. C'était surréaliste. Les enfants de Romain,
sentant l'atmosphère, avaient coupé le son de leur console et mangeaient en silence, jetant des regards inquiets à leurs parents. Ma mère me lançait des regards assassins. Si les regards pouvaient tuer, je serais tombée raide morte. Elle essayait de me parler avec ses yeux, me donnant l'ordre d'annuler, de réparer. Je me suis contentée de boire mon eau gazeuse, en la regardant calmement. Mon père, lui, n'avait pas bougé. Il n'avait pas touché à son assiette. Il regardait dans le vide. Était-ce de la honte? Du regret? De la colère? Je ne savais pas. Je ne savais plus. Quand le serveur a apporté le saumon de Léonie, ce fut l'événement de la soirée. Il l'a posé devant elle avec une douceur particulière, comme s'il était un allié dans cette guerre froide. Bon appétit, mademoiselle. Léonie m'a regardé, ses yeux brillants de gratitude, et m'a souri avant de prendre sa fourchette. Merci, maman. Ce sourire valait tout l'or du monde. Il valait les 850 € qu'ils allaient devoir payer. Ma mère a essayé de sauver les apparences. Alors, Didier? 67 ans. Sa voix était stridente, forcée. Ça te fait quoi? Mon père a juste hoché la tête. Romain et Cécile continuaient de manger leur repas à 150 €, mais le cœur n'y était plus. Chaque bouchée semblait leur coûter. Finalement, le moment fatidique est arrivé. Le serveur s'est approché, tenant le petit carnet en cuir noir. Il a regardé la table, puis, sans hésitation, il l'a posée, juste devant ma mère. J'ai sorti 60 € en espèces de mon sac. J'ai attiré l'attention du serveur. Ceci couvre le saumon de ma fille et ma bouteille d'eau. Gardez la monnaie, s'il vous plaît. C'était parfait. Ma mère a ouvert le carnet. J'ai vu ses mains trembler. Elle a regardé le total. 850 €. 850 €. Elle a fermé les yeux, puis les a rouverts, comme pour s'assurer qu'elle n'avait pas rêvé. Elle m'a foudroyé du regard. Amandine? A-t-elle sifflé entre ses dents serrées. Tu trouves ça drôle? Tu nous ruines. Je l'ai regardé calmement. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Je suis les conseils de maman. Je fais des économies. C'est là que Romain a explosé. Il a jeté sa serviette sur la table. C'est quoi ce cirque? On est une famille. Tu ne peux pas nous faire ça. Je me suis tournée vers lui. Ma voix était glaciale. Une famille, Romain? Le genre de famille qui laisse un enfant de 8 ans affamé pendant que ses propres enfants mangent du homard à 150 €? C'est ça, ta définition de la famille? Il est devenu tout rouge. Cécile s'agitait sur sa chaise, l'air coupable. Je me suis levée. J'ai aidé Léonie à mettre son manteau. Mais j'avais une dernière chose à dire. Une chose qui allait faire bien plus de dégâts que l'addition de 850 €. J'ai pris le manteau de Léonie. Viens, ma chérie, on rentre à la maison. Elle a glissé sa petite main dans la mienne. J'ai fait quelques pas, m'éloignant de la table. L'odeur de la victoire était douce. Puis je me suis arrêtée. Je me suis retournée vers Romain. Il me regardait avec une haine pure, ses joues encore rouges de colère. Au fait, Romain, ai-je dit, ma voix portant parfaitement dans le silence du restaurant. Les clients de la table voisine avaient cessé de faire semblant de ne pas l'écouter. Puisque nous parlons d'argent. Et de famille. Considère ceci comme un préavis officiel. Il a froncé les sourcils, méfiant. Un préavis de quoi? Les 900 € de loyer que je t'avance chaque mois. Cette aide que tu reçois depuis 18 mois. C'est terminé. Dès aujourd'hui. Si j'avais jeté un seau d'eau glacée sur la table, l'effet n'aurait pas été plus saisissant. Cécile, sa femme, a lâché sa fourchette. Elle est tombée sur son assiette dans un grand bruit. Quoi? Romain est devenu blême. Plus blanc que le visage de ma mère une minute plus tôt. Tu ne peux pas faire ça. J'ai des échéances. Je viens de le faire, ai-je répondu. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai annulé le virement permanent. Je lui ai montré l'écran. C'est fait.
J'ai rangé mon téléphone. Tu es un homme de 41 ans, Romain. Il est temps que tu paies tes propres factures. J'ai regardé ma mère. Vous deux. J'ai pris la main de Léonie. Bon appétit. Et bon anniversaire, papa. Je suis sortie du restaurant, la tête haute. L'air frais de La Rochelle ne m'a jamais semblé si bon. Léonie sautillait à côté de moi. Maman, le saumon était trop bon. C'est le meilleur restaurant. J'ai ri. Un vrai rire, qui venait du fond du cœur. Je suis contente, mon cœur. Mathieu nous attendait dans la voiture, au coin de la rue. Il était sorti, inquiet. Quand il m'a vu, il n'a pas eu besoin de dire un mot. J'ai vu la tension quitter son visage. Il m'a prise dans ses bras. Je suis tellement fière de toi. En rentrant à la maison, j'ai bordé Léonie. Elle s'est endormie avec un sourire. Mais alors que la maison devenait silencieuse, l'adrénaline est retombée. Un sentiment d'anxiété m'a envahi. Je les connaissais. Ma mère. Mon frère. Ils n'allaient pas laisser passer ça. Ce n'était pas une simple facture de 850 €. Je venais de couper leur ligne de vie financière. La guerre n'avait pas encore vraiment commencé. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 jours. 2 jours d'un silence radio terrifiant. Pas un appel, pas un message. C'était le calme avant la tempête. Puis, un samedi matin, alors que je préparais des crêpes avec Léonie, la musique à fond, on a tambouriné à ma porte. Pas sonné. Tambouriné. Si fort que la porte vibrait. Léonie a sursauté. C'est qui, maman? Reste ici, ma chérie. Baisse la musique. J'ai regardé par le Judas. Ma mère et Romain. Leur visage était déformé par la rage. Ils avaient l'air fous. J'ai ouvert la porte. Qu'est-ce que vous faites ici? Ils n'ont pas demandé à entrer. Ils m'ont bousculé et sont entrés dans mon salon. Romain puait l'alcool et la colère. Ma mère avait les yeux injectés de sang. Comment oses-tu, a crié ma mère, son doigt pointé sur moi. Comment oses-tu nous faire ça? Sortez de chez moi, ai-je dit calmement, en plaçant Léonie, qui était sortie de la cuisine, derrière moi. Vous n'êtes pas les bienvenus. Tu vas rétablir ce virement. Tout de suite, a hurlé Romain. Il a donné un coup de pied dans un petit tabouret. J'ai des factures à payer. J'ai un préavis d'expulsion. Tu m'as mis dans une situation impossible. C'est toi qui t'es mis dans cette situation, Romain. Pendant 18 mois. C'est là que ma mère a commencé sa tirade habituelle, celle que j'avais entendue toute ma vie. Maman a tout sacrifié pour vous, criait-elle, les larmes de crocodile coulant sur ses joues. J'ai donné ma vie pour mes enfants, et voilà comment tu me remercies. En m'humiliant devant tout le monde. En nous laissant sans rien. Maman, ai-je dit, ma voix tremblant un peu. C'est plus fort que moi. Tu as sacrifié pour Romain. Et c'est moi qui ai payé. Ça s'arrête maintenant. Romain s'est approché de moi. Il était menaçant. Tu es une ingrate. Une petite garce égoïste. Tu as toujours tout eu. J'avoue que, pendant une seconde, j'ai faibli. Cette peur viscérale du conflit, cette habitude de 38 ans de vouloir la paix à tout prix. Une petite voix dans ma tête m'a dit, paie juste ce mois-ci. Juste pour qu'il parte. Pour que Léonie ne voie pas ça. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Mathieu est sorti de la cuisine. Il tenait sa tasse de café. Il l'a posée calmement. Il s'est planté devant moi, me protégeant de son corps. Il est plus grand que Romain, et il n'a pas peur de lui. Sa voix était basse, dangereuse. Vous avez 3 secondes pour quitter le seuil de ma maison avant que j'appelle la gendarmerie. Romain a reculé d'un pas. Il n'a jamais eu de courage physique. Ma mère, cependant, était furieuse. Tu montes ton mari contre nous, maintenant? Contre ta propre famille? Dehors, a répété Mathieu. Ils sont partis. Mais sur le pas de la porte, ma mère s'est retournée. Son visage était un masque de haine. Elle m'a pointé du doigt. Tu le regretteras, Amandine. Je te le jure sur ma vie.
Tu vas le regretter. Ils sont partis. J'ai fermé la porte à clé. J'ai fait un double tour. J'allais découvrir dès le lundi matin ce que « regretter » signifiait vraiment. Le lundi matin, je suis arrivée à l'hôpital, à la pharmacie centrale. L'odeur d'antiseptique et de café froid. J'essayais de retrouver un semblant de normalité. L'incident du week-end m'avait secoué. J'ai salué mes collègues, un sourire forcé aux lèvres. J'ai ouvert ma session. Un email m'attendait. L'objet était « Convocation urgente, chef de service ». Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai cliqué. L'email venait de ma supérieure, la chef du service pharmacie. Chère Amandine, pourriez-vous passer à mon bureau à 9 heures? J'ai reçu un signalement préoccupant à votre sujet. Je ne comprenais pas. Un signalement? Sur quoi? Ma ponctualité? Mes préparations? J'étais irréprochable. À 9 heures, j'ai frappé à sa porte. Elle m'a fait entrer. Elle avait l'air mal à l'aise. Asseyez-vous, Amandine. Elle a pris une grande inspiration. Amandine, nous avons reçu un email anonyme hier soir. Elle a tourné son écran d'ordinateur vers moi. J'ai lu. L'email était long. Très détaillé. Il exprimait de profondes préoccupations concernant mon état mental et mon instabilité émotionnelle récente. Il parlait de problèmes familiaux graves et de dettes qui me rendaient distraite et potentiellement dangereuse. Et puis la phrase. La phrase qui m'a fait l'effet d'un coup de poignard en plein cœur. Je m'inquiète de son aptitude à gérer les stupéfiants et les médicaments à risque contrôlé. Stupéfiant. Dans mon métier, c'est le mot interdit. C'est l'accusation ultime. C'est la fin d'une carrière. Ma carrière. Ma carrière de 15 ans, bâtie à force de travail acharné. Mes mains se sont mises à trembler au point que je ne pouvais plus lire la suite. C'était eux. Romain. Ma mère. Cette phrase avait une précision chirurgicale. Il savait où frapper. C'est faux, ai-je bégayé. Les larmes me montaient aux yeux. C'est un conflit familial. C'est mon frère. C'est ma mère. Il se venge. Ma chef a soupiré. Je vous crois, Amandine. Vraiment. Vous êtes une excellente pharmacienne. Mais vous comprenez, un signalement sur les stupéfiants. Je ne peux pas, légalement, l'ignorer. C'est ma responsabilité. J'ai hoché la tête, vaincu. Par procédure, a-t-elle continué, je dois vous mettre sous supervision pendant 1 semaine, le temps d'une vérification interne. Vous ne gérerez plus les clés du coffre. La supervision. L'humiliation totale. J'allais être surveillée. Comme une stagiaire. J'ai dû expliquer la situation à mes collègues, qui me regardaient désormais avec suspicion. J'ai passé la semaine à faire valider la moindre de mes actions par une collègue plus jeune, qui avait peur de me parler. J'ai cru que c'était le pire. J'ai cru qu'ils avaient atteint le fond. J'ai cru qu'après cette humiliation, ils me laisseraient tranquille. Je me trompais. Le pire coup de téléphone de ma vie est arrivé le jour suivant. J'étais en pleine vérification d'une préparation de chimiothérapie. Ma collègue surveillante respirait littéralement dans mon cou, vérifiant chaque calcul. La tension était insupportable. Mon téléphone professionnel a sonné. Je l'ai pris, espérant une distraction, n'importe quoi. Pharmacie, Amandine Lemoine? Madame Amandine Lemoine? Oui, c'est moi. Ici Madame Dufour, de l'aide sociale à l'enfance. L'ASE. Les services sociaux. Mon estomac s'est contracté si violemment que j'ai dû m'asseoir. Le flacon que je tenais m'a glissé des mains. Heureusement, il était vide. Non. Pas ça. Pas Léonie. Madame Lemoine? Vous êtes toujours là? Oui. Oui. Que puis-je faire pour vous? Nous avons reçu un signalement anonyme, a continué la voix, professionnelle et détachée. Un signalement concernant le bien-être de votre fille, Léonie Lemoine. J'ai arrêté de respirer. Ma collègue m'a regardée, inquiète. Quoi? Quel genre de signalement?
Des allégations de négligence. Que l'enfant serait souvent laissé seul, mal nourri, et vivrait dans un environnement émotionnellement instable en raison des problèmes psychologiques de la mère. Mal nourri. Le mot a résonné. Le sandwich. Le restaurant. C'était leur vengeance. Ils utilisaient les mots exacts de ma chef. Instabilité émotionnelle. C'est un mensonge, ai-je crié, attirant l'attention de tout le service. Je tremblais de partout. C'est ma mère. C'est mon frère. C'est une vengeance. Ils ont fait la même chose à mon travail. Madame, je comprends que vous soyez bouleversée, dit la voix, imperturbable. Elle devait entendre ça tous les jours. Mais nous sommes légalement tenus d'enquêter sur tout signalement, quelle que soit la source. Nous serons à votre domicile demain à 17 h. Assurez-vous d'être présente. Léonie doit être là. Elle a raccroché. J'ai lâché le téléphone. J'ai regardé mes mains tremblantes. Ils avaient attaqué ma carrière. Et maintenant, ils attaquaient ma fille. Ils essayaient de me prendre Léonie. J'ai quitté mon poste en courant. J'ai ignoré ma chef qui m'appelait. J'ai couru au vestiaire. J'ai appelé Mathieu. Ma voix n'était qu'un sanglot étranglé. Ils ont appelé les services sociaux. Ils disent que je suis négligente, que je la nourris mal. Ils viennent demain. Mathieu, ils essaient de me prendre Léonie. Il n'a pas dit un mot. Je l'ai entendu jurer, un son bas et féroce. Puis, je rentre à la maison. Tout de suite. On va les attendre. Nous n'avons pas dormi cette nuit-là. Nous avons préparé notre défense comme on se prépare pour une guerre. Nous avons pris en photo le réfrigérateur plein de fruits et légumes frais. Nous avons rassemblé les bulletins de notes de Léonie, qui n'avaient que des A. Nous avons pris en photo sa chambre, ses dessins sur les murs, ses livres, ses jouets. Nous avons attendu. Chaque son de voiture dans la rue nous faisait sursauter. Ils avaient déclaré une guerre totale. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. À 17 h pile, la sonnette a retenti. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Mathieu m'a pris la main. Respire, Amandine. On est prêt. Il est allé ouvrir. 2 femmes se tenaient sur le seuil. Elles étaient professionnelles, vêtues simplement, mais leur visage était grave. Elles se sont présentées, Madame Dufour, celle que j'avais eue au téléphone, et sa collègue, Valérie. Puis-je voir Léonie, s'il vous plaît, a demandé Madame Dufour. Léonie, à qui nous n'avions rien dit d'autre que « des dames viennent pour le travail de maman », est arrivée en courant. « Maman, tu as vu mon... »« Oh, bonjour. » L'une des femmes, Valérie, s'est immédiatement accroupie au niveau de Léonie. Son visage s'est adouci. « Bonjour Léonie, je m'appelle Valérie. J'aime beaucoup ton dessin de dinosaure sur le mur. C'est toi qui l'as fait ? » Pendant 1 heure, elles ont fait le tour de la maison. C'était une torture. Elles ont regardé dans la chambre de Léonie, ont ouvert son armoire. Elles ont ouvert le réfrigérateur, vérifié les placards de la cuisine. J'avais l'impression d'être une criminelle. Puis, elles ont demandé à parler à Léonie. Seule. Dans sa chambre. Ce furent les 20 minutes les plus longues de ma vie. Mathieu faisait les 100 pas dans le salon, ses poings si serrés que ses phalanges étaient blanches. J'étais assise sur le canapé, incapable de bouger, fixant un poing sur le mur. Et si elle lui posait des questions pièges ? Et si Léonie, dans son innocence, disait quelque chose qu'elle pouvait mal interpréter ? Maman était triste l'autre jour ? Finalement, la porte de la chambre s'est ouverte. Léonie est sortie en riant, tenant la main de Valérie. Maman, Valérie m'a dit qu'elle aimait les dinosaures, comme moi. Et elle m'a dit que mon bureau était super bien rangé. Les 2 femmes nous ont demandé de nous asseoir. J'ai préparé mentalement ma défense, les photos, les bulletins de notes. Madame Dufour m'a regardée. J'ai vu un très léger sourire au coin de ses lèvres. Madame Lemoine, monsieur. Je dois dire que votre maison est l'un des environnements les plus chaleureux et les mieux entretenus que j'ai vus cette semaine. Elle a regardé ses notes. Léonie est une enfant exceptionnellement brillante, heureuse,
et très articulée. Elle nous a parlé de l'heure du compte chaque soir, des crêpes du samedi avec son père, et de son voyage prévu au zoo. Elle a levé les yeux vers moi. Ce signalement est clairement faux, malveillant, et semble être une tentative d'utiliser nos services dans un conflit personnel. Nous allons classer ce dossier sans suite. J'ai fondu en larmes. Un soulagement si intense que mes jambes ne me portaient plus. Mathieu m'a serré dans ses bras. Mais alors qu'elle partait, le soulagement a disparu. Il a été remplacé par une rage froide, une rage que je n'avais jamais ressentie. Ils avaient utilisé ma fille. Ils avaient essayé de briser ma famille. Quand la porte s'est refermée, j'ai regardé Mathieu. C'est fini. Je ne me défends plus. J'attaque. Ce n'était plus une question d'argent. Ce n'était plus une question de fierté. C'était une question de protection. J'ai pris mon téléphone. Il était temps de réveiller mon père de sa léthargie de 38 ans. J'ai composé le numéro de mon père. Ma main ne tremblait plus. Elle était stable. J'étais calme. Une clarté effrayante s'était emparée de moi. Il a répondu à la 3e sonnerie. Allô? Sa voix était faible, comme d'habitude. Papa! J'ai crié. Je ne pleurais plus. Je hurlais. La fureur de 38 ans d'injustice est sortie d'un coup. Maman essaie de me prendre ma fille. Tu le sais? Elle a appelé les services sociaux. Ils viennent de partir d'ici. Silence à l'autre bout du fil. Le même silence qu'au restaurant. Elle essaie de me faire perdre mon travail, ai-je continué, ma voix se brisant. Elle a envoyé un email anonyme à mon hôpital. Tu étais là, papa. Tu as tout vu au restaurant. Tu as vu Léonie avoir faim. Tu n'as rien dit. Tu sais ce qu'ils font. Tu es complice. Amandine, je ne savais pas pour les services sociaux. Mais tu savais pour le reste. Je l'ai coupé. Plus de « je ne sais pas ». Plus de silence. Tu choisis. C'est eux, ou c'est moi. Mais si tu ne fais rien, si tu restes assis là à ne rien dire pendant qu'elle essaie de détruire ma vie et celle de ta petite fille, tu es aussi mort pour moi qu'ils le sont. C'est compris? J'ai raccroché. J'ai jeté mon téléphone sur le canapé. Je tremblais de la tête aux pieds. Mathieu m'a prise dans ses bras. Tu as bien fait. 2 heures ont passé. 2 heures d'un silence assourdissant. Je préparais le dîner pour Léonie, les gestes mécaniques. Puis mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai décroché, méfiante. Amandine? Oui. C'est tante Éléonore. Ma tante Éléonore. La sœur de mon père. Une femme forte, une fonctionnaire à la retraite, qui s'était éloignée de ma mère il y a des années, disant qu'elle était toxique. Je l'avais rarement vue. Tante Éléonore? Pourquoi? Ton père est chez moi, m'a-t-elle coupé, sa voix douce mais ferme. Il est arrivé il y a 1 heure avec une valise. Il a tout quitté. Il est en état de choc, mais il est là. Mon souffle s'est coupé. Il l'avait fait. Attends, je te le passe. J'ai entendu un bruit, puis la voix de mon père. Elle était tremblante, mais plus claire que jamais. Amandine? Je suis désolée. Tellement désolée. Papa? J'ai été un lâche, a-t-il dit, et j'ai entendu un sanglot. Toute ma vie. J'ai laissé ta mère. J'ai cru que c'était plus simple de se taire. Éléonore m'avait prévenu il y a des années. Je n'ai pas écouté. Mais quand tu as appelé, quand tu as parlé de Léonie, de l'ASE, il a pris une grande inspiration. C'est fini. Je ne suis plus complice. Oh, papa? Écoute-moi, Amandine. Il y a autre chose. C'est pour ça que je suis partie. J'ai entendu ta mère au téléphone, juste avant de partir. Elle parlait à un avocat. Un avocat? Oui. Elle n'a pas digéré l'histoire du restaurant. Elle est furieuse que tu aies appelé les services sociaux. Mais c'est elle qui les a appelés. Je sais. Mais elle va retourner ça contre toi. Elle va te poursuivre en justice.
Elle veut demander un droit de visite officiel pour Léonie. Elle va dire que tu es instable. L'homme qui était resté silencieux pendant 38 ans venait enfin de choisir son camp. Et avec cette information, je savais exactement quoi faire. Le lendemain matin, à 8 heures, Mathieu et moi n'étions pas au travail. Nous étions dans le bureau lambrissé de Maître Fouché, la meilleure avocate spécialisée en droit de la famille de La Rochelle. Une femme d'une 60aine d'années, réputée pour être un requin, avec des honoraires exorbitants. À ce stade, je m'en fichais. Je lui ai tout déballé. Tout. Le dîner. Le sandwich. L'addition de 850 €. Le loyer de 900 € par mois pendant 18 mois. Les 20 000 € au total. L'invasion de mon domicile. L'email à mon hôpital. Le faux signalement à l'ASE. L'avertissement de mon père. Elle écoutait, impassible, prenant des notes d'une écriture rapide et précise. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai eu fini, j'étais épuisée. Mathieu a ajouté, « Maître, je veux qu'ils arrêtent. Je veux qu'ils sortent de nos vies. » Maître Fouché a relevé la tête. Elle a enlevé ses lunettes. Et elle a souri. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un sourire qui m'a fait frissonner. « Madame Lemoine, monsieur. C'est un cas d'école, a-t-elle dit. » Sa voix était posée. C'est un cas de harcèlement caractérisé, de diffamation et d'extorsion de fonds. Nous avons tout ce qu'il faut. Je veux juste qu'il s'arrête, ai-je répété, ma voix tremblante de colère contenue. Je veux qu'il me laisse tranquille, moi et ma fille. Je veux les empêcher de nous faire du mal. Oh, nous allons obtenir bien plus que ça, a-t-elle dit. En 1 heure, le plan de bataille était prêt. Il n'était pas défensif. Il était offensif. Premièrement, une ordonnance restrictive. Une interdiction d'approcher à moins de 100 mètres de moi, de Léonie, de mon domicile et de mon lieu de travail. Deuxièmement, une lettre formelle de mise en demeure pour Romain, solidairement, Cécile. Réclamation des 20 000 € de prêts impayés, avec intérêts légaux. Troisièmement, une plainte au pénal pour harcèlement et diffamation. Pour l'email à votre hôpital, a-t-elle dit, ne vous inquiétez pas pour l'IP. Le fait qu'ils reprennent les termes de votre supérieur et les allégations à l'ASE montre une coordination. C'est suffisant. Je lui ai parlé de la menace de mon père concernant leur propre action en justice. Maître Fouché a ri. Un petit rire sec. Qu'ils essaient. Avec un faux signalement à l'ASE dans leur dossier, ce qu'on appelle une procédure abusive, aucun juge ne leur accordera un droit de visite. Ils viennent de s'auto-détruire. Nous allons les détruire. Je suis sortie de ce bureau en me sentant plus légère que jamais. L'armure de la peur que je portais depuis 30 ans venait de tomber. J'avais repris le contrôle. Les documents ont été envoyés par huissier le jour même. La bombe était amorcée. Je n'avais plus qu'à attendre que le monde de mon frère et de ma mère n'explose. L'explosion n'a pas tardé. Elle n'est pas venue de mon frère, ni de ma mère. Le premier domino à tomber fut Cécile, ma belle-sœur. Elle m'a appelé le lendemain, on pleure. J'étais au travail, mais cette fois, ma chef m'avait présenté ses excuses et m'avait rendu l'accès au coffre à stupéfiants. J'ai vu le numéro de Cécile s'afficher et je suis sortie. Amandine, elle sanglotait. J'ai reçu une lettre d'huissier. Une mise en demeure. Bonjour Cécile, ai-je dit froidement. 20 000 €, elle sanglotait. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. 20 000 €. Et j'ai compris. En 18 mois, il ne lui avait jamais dit. Demande à ton mari, Cécile. Demande-lui où sont passés les 900 € que je lui ai versés chaque mois pendant 1 an et demi. Demande-lui ce qu'il a fait de cet argent. Mais il m'a dit que c'était une prime de son agence. Il m'a dit qu'il avait fait une grosse vente. On a acheté la nouvelle voiture avec ça. Le silence au téléphone était assourdissant. J'entendais sa respiration saccadée. Elle venait de comprendre l'ampleur du mensonge qui constituait son mariage. Je ne savais pas, Amandine. Je te le jure. Je ne savais rien. Tu étais au restaurant, Cécile.
Tu l'as laissé m'humilier. Tu l'as laissé humilier ma fille. Tu as mangé le homard à 150 € en sachant que ma fille avait faim. Elle a pleuré plus fort. Je n'ai pas 5000 €. Je n'ai rien. Je suis juste secrétaire à mi-temps. Elle a reniflé, puis sa voix a changé. Le désespoir l'a rendue dure. Mais je vais demander le divorce. C'en est trop. C'est la fin. Elle a fait une pause. J'ai attendu. Écoute. Amandine. Si tu acceptes de ne pas me poursuivre moi, de me sortir de cette histoire de 20 000 €. Je témoignerai contre lui. Je dirai au juge tout ce qu'il a fait. Je lui ai dit d'arrêter, qu'il allait trop loin avec l'histoire de l'hôpital. Il m'a ri au nez. Je témoignerai. Elle venait de le vendre. Pour se sauver. J'ai dit, parlez à mon avocate. Et j'ai raccroché. Une semaine plus tard, j'ai appris par ma tante Éléonore, qui semblait être le nouveau centre d'information familiale, que Cécile avait quitté Romain, emmenant les enfants. Sans mon soutien financier et maintenant sans sa femme, Romain n'a pas pu payer le loyer de son appartement de luxe. Il a été expulsé. Ma tante m'a dit qu'il avait dû retourner vivre chez ma mère. Dans sa chambre d'adolescent. Les deux serpents étaient de nouveau dans le même nid. Mais leur alliance toxique s'effondrait. Ma mère, acculée, n'avait pas dit son dernier mot. La bataille finale allait avoir lieu devant un juge. Ma mère, dans un acte de désespoir absolu, a mis sa menace à exécution. Elle m'a poursuivi pour obtenir un droit de visite de grand-mère. Nous nous sommes retrouvés dans une salle de médiation au tribunal. L'atmosphère était lourde. Moi, Mathieu, et Maître Fouché, calme et préparé. De l'autre côté, ma mère, Romain, qui avait l'air d'un fantôme, les yeux cernés, et leur avocat commis d'office. L'avocat de ma mère a commencé. Un jeune homme nerveux, qui regardait ses papiers. Madame Lemoine, Madame Martine, souhaite simplement maintenir un lien avec sa petite fille. C'est une grand-mère aimante qui... Maître Fouché l'a coupée. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a juste posé son dossier sur la table, un dossier de 10 cm d'épaisseur. Aimante? Vraiment? Elle s'est tournée vers le médiateur, un homme grisonnant à l'air fatigué. Aimante, au point de refuser de la nourriture à cet enfant de 8 ans dans un restaurant public, devant sa famille? L'avocat de ma mère a pâli. Nous nions ces allégations. Aimante, a continué Maître Fouché, imperturbable, au point d'envoyer un email anonyme à l'employeur de sa fille, l'accusant d'être mentalement instable et inapte à gérer des stupéfiants, dans le but de la faire licencier? Ce sont des accusations sans fondement, a protesté l'avocat. Nous avons la trace de l'IP du cybercafé, a menti Maître Fouché sans ciller. Et voici le rapport classé sans suite de l'aide sociale à l'enfance, déclenché par un autre faux signalement anonyme, accusant ma cliente de négligence et de malnutrition. Elle a sorti un dernier document. Et enfin, voici une déclaration sous serment de votre propre mari, Monsieur Didier Lemoine, le grand-père, décrivant son épouse comme toxique, manipulatrice et partiale, depuis des décennies, et confirmant qu'il a quitté le domicile conjugal par peur de sa colère. Romain a mis sa tête entre ses mains. L'avocat commis d'office regardait sa cliente avec horreur. C'est là que ma mère a explosé. Toute prétention de grand-mère douce avait disparu. Son visage était rouge de fureur. Elle s'est levée d'un bond, faisant basculer sa chaise. Elle mit le doigt, a-t-elle hurlé en me pointant du doigt. La salle entière s'est tue. Elle me le doit depuis qu'elle est petite. Elle a toujours tout eu. Elle a pris les études de Romain. Elle a pris tout l'argent. Elle a pris mon mari. Elle me doit sa vie. Le silence est retombé. Le médiateur, l'avocat, tout le monde la regardait, horrifié. Elle venait d'avouer la véritable raison de sa haine, une jalousie dévorante et irrationnelle. Le médiateur a levé les yeux de ses papiers, son expression était glaciale. Madame, je pense que nous avons terminé. L'audience formelle devant le juge aux affaires familiales, une semaine plus tard, n'a duré que 10 minutes. C'était une formalité. Le juge, une femme à l'air sévère, a lu le rapport du médiateur. Elle a lu la déclaration sous serment de mon père.
Elle a lu le rapport de la SE. Elle n'a même pas regardé ma mère. Madame Martine Lemoine, a-t-elle commencé, sa voix résonnant dans le silence. Votre demande est non seulement rejetée, mais elle est scandaleuse. Vous avez tenté de manipuler les services sociaux et de nuire à la carrière de votre fille, tout cela dans un but qui semble être purement malveillant. Le tribunal rejette votre demande de droit de visite dans son intégralité. Ma mère a commencé à se lever pour protester. Mais, taisez-vous, madame, a dit la juge. Je n'ai pas terminé. Elle s'est tournée vers Maître Fouché. Maître, votre demande d'ordonnance restrictive? Oui, madame la juge. Accordée. Madame Martine Lemoine et monsieur Romain Lemoine ont l'interdiction formelle d'approcher à moins de 100 mètres de madame Amandine, de son époux, et de l'enfant Léonie, ainsi que de leur domicile, de l'école de l'enfant et de leur lieu de travail respectifs, pour une durée d'1 an, renouvelable. Le marteau est tombé. Affaire classée. Ma mère s'est affaissée sur sa chaise, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Son visage était gris. Romain pleurait silencieusement, comme un enfant. Je me suis levée. Mathieu a mis son bras autour de moi. Maître Fouché m'a serré la main. Bon courage, Madame Lemoine. Nous sommes sortis de la salle d'audience. Dans le couloir, mon père et ma tante Éléonore nous attendaient. Ils n'avaient pas eu le droit d'entrer. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans, mais ses yeux étaient clairs. Quand il m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. Il s'est approché de moi. Et il m'a prise dans ses bras. C'était maladroit. C'était inhabituel. Il ne m'avait pas serrée dans ses bras depuis que j'étais une petite fille. Je suis tellement fière de toi, Amandine, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Tu as fait ce que j'aurais dû faire il y a 30 ans. Tu t'es libérée. Tu nous as libérés. C'était la première fois de ma vie que je l'entendais dire qu'il était fier de moi. Et là, dans le couloir stérile et impersonnel du tribunal de La Rochelle, j'ai pleuré pour la première fois depuis le début de cette histoire. Pas des larmes de tristesse. Pas des larmes de rage. Des larmes de soulagement. C'était fini. Vraiment fini. Mais la vraie vie, la vie libre, commençait à peine. 6 mois ont passé. 6 mois de silence. Le silence de ma mère et de mon frère a été total. L'ordonnance restrictive a fonctionné. Il n'y a pas eu d'appel, pas de message, pas de visite surprise. Juste le silence. J'ai appris par ma tante Éléonore, qui a encore quelques contacts, que Romain faisait des petits boulots de livraison. Son agence immobilière a fait faillite. Il n'a jamais remboursé les 20 000 €. Il vit toujours chez ma mère, dans sa chambre d'adolescent. Ma mère, elle, est isolée. Ses anciennes amies l'évitent. La vérité sur sa tentative de poursuite et le faux rapport à l'ASE s'est répandue comme une traînée de poudre dans leur petit cercle. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à La Rochelle. Nous sommes sur la plage de l'île de Ré. Le soleil de fin d'été est chaud. Léonie, 8 ans et demi maintenant, court après les vagues avec son père, Mathieu. Leur rire se mêle au bruit de l'océan. Sur la couverture de pique-nique, je suis assise avec ma tante Éléonore et mon père, Didier. Il a l'air plus heureux, plus léger. Il a pris un petit appartement près de chez sa sœur. Il voit Léonie toutes les semaines. Nous ne parlons pas de ma mère. Nous parlons de la prochaine rentrée de Léonie, du nouveau projet de Mathieu, de la promotion que j'ai eue à l'hôpital. Ma chef m'a présenté ses excuses personnellement. Je regarde ma nouvelle famille. Une famille plus petite, certes. Mais une famille choisie, construite sur le respect, la confiance et la vérité, et non sur le chantage, la peur et la culpabilité. Mon père me tend un morceau de baguette avec du fromage. Tu as l'air heureuse, ma fille. Je souris. Un vrai sourire, qui vient du cœur. Je le suis, papa. Vraiment. J'ai perdu une mère et un frère. Mais j'ai trouvé la paix. J'ai trouvé mon père. Et j'ai sauvé ma fille de ce cycle toxique avant qu'il ne l'emporte elle aussi. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Couper les ponts avec les membres de sa propre famille est probablement la chose la plus douloureuse et la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Mais c'était aussi la plus juste,
et la plus nécessaire pour ma santé mentale et la sécurité de ma fille. Avez-vous déjà été confronté à un choix impossible comme celui-ci? Avez-vous déjà dû vous battre contre votre propre famille pour protéger vos enfants ou vous-même? Si vous vous sentez à l'aise, partagez vos histoires ou vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos combats est tout ce dont nous avons besoin. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et bien sûr, à vous abonner pour plus d'histoires vraies, ici, chaque semaine. Prenez soin de vous.